Voilà. Maintenant que toi t'es là, j'ai dû tout te raconter encore une fois. Alors en l'occurrence, et pour la cohérence, c'est la première fois que tu me racontes tout ça. Oui, bon, bah je joue pas sur les mots, c'est invraisemblable ce qui m'arrive. Bah, pas tant que ça. Bah, autant ton histoire de double, on peut mettre ça sur le compte de rêves prémonitoires ou de cauchemars à venir, pour ceux qui sont pas encore arrivés, bien entendu. T'as rencontré un vendeur en porte-à-porte qui n'en était pas vraiment un parce qu'il a essayé de te refourguer des navets cinématographiques, ce qui n'est pas incompatible au passage. En plus d'un faux JT TV agité, tout agité, j'ai pas compris, plus une opératrice téléphonique qui a des services tout aussi incompétents, ce qui n'est toujours pas incompatible au passage, ce qui t'a amené en soins intensifs intraitables par un docteur qui en était un faux, plus T-Queen qui s'est confronté à une espèce de pâle copie d'un personnage imaginé par le joueur du grenier qui est lui-même un personnage imaginé par le dit vidéaste. Franchement, ça change pas de ce qu'on peut voir d'habitude sur YouTube. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais comment tu... T'occupe, je suis abonné à ta chaîne. Et puis être comparé à un rôle tenu par Ryan Reynolds, franchement, il y a plus dégueulasse pour moi. Oh, je vais dire qu'on revient de vacances avec T-Queen. J'ai l'impression de même pas en avoir pris. Au moins, il t'a donné quelques bonnes idées de films à regarder. Bon, ça vaut pas les idées de l'ami Thomas, bien sûr, mais c'est déjà pas mal. Oui, bon, bref, c'est toi que j'avais besoin. Qu'est-ce qui m'attend si je continue comme ça? Je pense au contraire que ça peut être bénéfique. Regarde, les gens ont su apprécier les pépites méconnues dans un genre ou pour un autre. Et d'ailleurs, bravo, et merci pour lui, pour les 6000 abonnés au moment où on parle. Merci. Mais à qui tu parles? Bah, à toi. Écoute, ce que je veux dire, c'est que sortir de ta zone de confort, comme tu as commencé à le faire, en abordant des catégories, des genres, des sous-genres que tu n'as pas l'habitude de traiter en vidéo, ne peut que plaire. Et en plus, faire intervenir des guettes comme l'ami Thomas, chaque chose en son temps, pour donner le change en vidéo, ça peut que te ramener plus de monde. Et ça évitera aux gens de se refarcir ma tête une énième fois. Mais concernant les genres, je sais que tu veux aborder l'animation. Mais t'as vu ma vidéo sur Attack on Titan qui a pas marché du tout? Alors je t'arrête et je te coupe tout de suite. Tu me fatigues. Certes, la vidéo n'a pas eu, pour toi, l'effet escompté. Mais s'il y a bien un truc que des amis comme toi m'ont appris, et ma psy, c'est qu'il faut jamais s'attarder sur une défaite. Il faut toujours rebondir. Et l'animation t'offre un champ de possibilités, de découvertes, mais infini. Au style, aux personnages bien écrits, aux messages tout aussi bien écrits par des artistes renommés, reconnus depuis. Si je me trompe pas, ton film d'animation préféré, c'est bien Across the Spider-Verse, je me trompe? Ouais, je l'ai même mis dans mon top. Et ben voilà, et je suppose que tu aurais adoré faire une vidéo où tu détailles, tu argumentes en quoi c'est devenu une préférence pour toi et en quoi d'autres créations d'animation t'ont marqué et ont su tirer leur épingle du jeu. Ou du genre. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais Attack on... Ah mais c'est bon, ça va, Attack on Titan, c'est du passé, c'est de l'histoire ancienne, de l'eau a coulé sous les ponts, c'est pas grave, chacun a droit à une seconde chance, Hakuna Matata, il en faut peu pour être heureux. C'est bon, j'ai compris. T'as fini? Le petit bonhomme en mousse. Mais, bon, tu vas en venir où exactement? Eh bien qu'en abordant un thème complètement différent, pas que l'animation, en tout cas pas seulement et pas tout de suite, comme la Bloxploitation ou les western spaghetti, tu ne peux qu'y gagner au change. Soit par les recommandations en vidéo de ta communauté, soit par le bouche à oreille de ta communauté, soit tu n'y gagnes pas, mais ta commu reste fidèle et continue de partager toutes tes nouvelles créations et nous pourrons que te ramener des personnes encore non abonnées. Dans les 3 cas, tu gagnes. D'accord. Ouais, ok, ça se tient. Et tu pourras à ce moment-là remettre en avant tes propres coups de cœur, que ce soit en animé, en 2D, en 3D, même en Disney. Pourquoi pas avec T-Queen? Elle pourrait donner son avis, hein. Ok, pourquoi pas. Donc je suppose que t'es venu avec une sélection de films d'animation. Alors, non. Ah, quoi? Mais pourquoi tout ce speech alors? Eh oh, tu te calmes, Kratos, tu te calmes. Si je t'ai fait cette petite suggestion, c'est pour y réfléchir à tête reposée, justement pour laisser cogiter dans ta tête le fait d'aborder ce sujet ou non, histoire qu'on en discute et ensuite que je te propose une petite sélection de films bien spécifiques pour pouvoir mettre en avant des pépites méconnues. Mais chaque chose en son temps. Mais si ça marche pas mieux, bah t'as quoi d'autre à proposer alors?
Mais c'est histoire de prendre la température, d'annoncer la couleur, et tu trouveras forcément un public, il en faut pour tous les goûts, de toutes les couleurs, même si on peut pas plaire à tout le monde. Et il recommence avec ses dictons. Et donc, pour en revenir au sujet de la vidéo avec un genre que toi et moi on affectionne particulièrement, et même l'ami Thomas, le buddy cop movie. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Type Tango et Cash, L'Arme Fatale, Rush Hour. Alors oui et non. Oh putain, tu m'as perdu là. Bah non, puisque t'es là. Je t'ai dit qu'on parlerait de films sous-cotés, sous-estimés. Et là, tu viens de me citer toutes les références évidentes auxquelles tout le monde pense à l'évocation du genre. Ouais, c'est pas faux. C'est quel mot que t'as pas compris? Non mais je... Ouais, bref. Par contre, ça aurait pas été plus pertinent que vous soyez là tous les deux avec Thomas pour en parler, histoire de faire un parallèle plus méta? Chaque chose en son temps. C'est un Pikachu? Ah bon sang. Salut, petit gars. Et comment t'es entré ici? Je sais que tu ne me comprends pas. Dans un monde où humains et Pokémon cohabitent en harmonie, le jeune Tim Goodman, vendeur en assurance, semble ne pas avoir suivi la voie toute tracée de dresseur comme la majorité des habitants de la métropole de Rim City. Après la disparition mystérieuse de son père Harry, un détective privé, Tim va tenter de découvrir ce qui s'est passé et croiser la route de son partenaire Pikachu, un super détective adorable à la sagacité hilarante et à la capacité de communiquer et de se faire comprendre exclusivement par le fils d'Harry. Constatant qu'ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insolvable mystère et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique entre Pokémon et leurs dresseurs et menacer l'ensemble de l'univers. Pokémon Détective Pikachu est un film américano-japonais sorti en 2019 et réalisé par Rob Letterman. Attends, c'est de la SF ça, c'est pas un buddy cop movie. Ah bon? Il mène pas une enquête? Non mais si, mais c'est juste un cop movie de SF. Et le lien qui unit les dresseurs humains et leurs Pokémon, c'est quoi? L'esclavage? Non. De la part du réalisateur à qui on doit les chairs de poule ou des films d'animation comme Gang de requins et Monstres contre aliens, la rencontre entre acteurs en chair et en os et de créatures fantastiques comme celles issues de l'imaginaire de Satoshi Tajiri s'opère étonnamment mieux que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Le rendu à la fois réaliste et fidèle au look des Pokémon originaux est suffisamment crédible pour inviter le public qui ne connaîtrait qu'en surface la fameuse franchise. La maltraitance animale dans leur monde? Mais non! Projet pourtant risqué au terme de respect envers le matériau de base, il aura nécessité plusieurs scénaristes avant que Rob Letterman puisse rendre sa vision sur grand écran dans cette approche à la qui veut la peau de Roger Rabbit, avec tout ce qui fait le charme du média original. L'aspect enquête du jeu dont il s'inspire, un casting parfaitement dirigé dans l'ensemble du long métrage et bien évidemment des FX hyper convaincants sur nos monstres de poche préférés pour mieux garantir l'immersion. Mais non! J'ai pas dit les membres de la team Rocket, j'ai dit les dresseurs. Ah, l'amitié. Voilà. Ah oui, ça se tient. Et donc, en anglais, ça donne... Friend Cop SF Movie? Si vous avez joué au jeu éponyme, il faut s'attendre à un déroulé assez similaire dans son intrigue, l'humour y compris. Ce qui peut en décontenancer certains, mais cela reste de la liberté d'adaptation. Si vous êtes familier avec l'univers de Pokémon par le biais des autres jeux, des cartes à collectionner, de l'animé ou même des précédents films d'animation, vous y retrouverez tout le lore même avec un Pikachu parlant sans pour autant trahir le personnage, d'où un humour se démarque. Et pour les néophytes, vous avez une bonne entrée dans ce monde construit avec justesse dans des environnements créatifs, sans le côté kitsch du dessin animé, avec des acteurs impliqués dans leur rôle et des scènes d'action dignes du média. En plus, Pikachu, il est trop mignon! T'as vu ça, hein? Et en plus, doublé par Ryan Reynolds ou Pierre Tessier en VF, personne n'y croyait au début. Tout le monde prenait ça pour un troll de la part de Deadpool, surtout peu de temps après son second film. Il y a eu un deuxième film live action Pokémon? Un deuxième film Deadpool. Ah oui, 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 oui.
Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit d'appeler votre avocat. Tu crois qu'il t'entend, ce steak haché? On n'est jamais trop prudent. À Los Angeles, des braquages en série sont commis par deux bandits qui semblent invincibles. Mortis et Bigelow, deux détectives chargés de l'affaire, découvrent que les braqueurs qu'ils ont réussi à abattre étaient déjà morts depuis une semaine. Après une enquête dans un tripot de la ville, ils découvrent une machine qui fait revivre les morts pendant une période de 12 heures. Flic ou Zombie est un film américain sorti en 1988 et réalisé par Mark Goldblatt. Mais c'est plus un film d'horreur, ça, genre Maniac Cop. Non, une comédie horrifique. Ah, vous... Avec deux potes flics. Et merde, il m'a encore eu. Dans un mélange de la cool attitude à la Starsky Hutch, à l'aspect fantastico-horrifique d'un Robocop que subit un des protagonistes, Joe Piscopo et Treat Williams nous offrent un duo dynamique hors du commun, surtout des mortels. Bah quoi? T'as compris? Parce que c'est un zombie. Ah oui, j'avais compris. C'est en tant que monteur que Goldblatt se fera remarquer pour des films dont on doit l'existence à un certain Roger Corman. Aux côtés de grands noms à la réalisation comme Joe Dante pour Piranha ou Hurlement, James Cameron pour Terminator 1 et 2, ou encore True Lies, Paul Verhoeven avec Showgirl, Starship Trooper, et Hollow Man, ou même Michael Bay avec Pearl Harbor ou Bad Boys 2. Liste bien fournie, non exhaustive. Et d'ailleurs, l'un de ses derniers projets, les plus récents, c'est Chappie, de Neil Blomkamp. Ah ouais, quand même. Mais lui aussi, il est relativement discret. Son dernier projet, c'était Gran Turismo. Et il a pas une grande filmographie. Faudra peut-être qu'on parle de lui, un de ces quatre. Et comme lui, le gars a fait que 3 films, et c'est celui-ci le premier. Pour une première réalisation avant de nous proposer le surprenant Punisher avec Dolph Lundgren dans le rôle titre l'année suivante, Mark Goldblatt nous offre un ovni cinématographique dans le genre du buddy cop movie qu'on prendra plaisir à découvrir pour son approche fantastique originale. Avec un budget de 5 millions de dollars pour 86 minutes de métrage, c'est grâce à la plume de Terry Black, le frère de Shane Black, que ce film aura ce charme si particulier de par son ambiance, ses rebondissements ou les dialogues de ses personnages, notamment Patrick Poivet en VF de Doug. Et Shane Black qui se permet un caméo de flic à moto dans le film. Ah ouais? Comme dans Predator? Effectivement, et on n'a pas fini de parler de lui. Transition, toujours à Los Angeles. Vous pouvez vous en occuper. C'est comme si c'était fait. C'est gentil, tenez. Je me sens déjà beaucoup mieux. C'est mon job. À Los Angeles en 1977, Holland Marsh, détective privé, alcoolique, dépressif, escroc et maladroit, enquête pour retrouver une certaine Amelia à la suite de la mort de Misty Mountain, une actrice renommée dans le milieu du film pour adultes. Un autre privé, spécialiste de l'agression physique, est embauché de son côté par Amelia elle-même pour qu'il fasse cesser cette investigation. C'est après la disparition de cette dernière qu'Ellie convainc Marsh de reprendre son enquête, non sans quelques échanges musclés. Ces deux partenaires, épaulés parfois contre leur gré par Holly, la fille de Holland, vont finalement mettre à jour un complot mêlant érotisme, pollution, hauts fonctionnaires et industrie automobile. Nice Guy ou LA Detective est un film américain sorti en 2016 et réalisé par Shane Black. Non, là je te le compte pas comme un buddy cop movie. Ouais, Shane Black quand même. Oui, non, mais non, hein, parce que les gars, c'est même pas des flics, c'est même pas des amis, c'est même pas des vieilles connaissances. C'est tout le principe du buddy cop movie, je te rappelle. Hein. 2 personnages, minimum, aux forts caractères respectifs, mais aux personnalités diamétralement opposées, qui se voient obligés de faire équipe, de s'apprécier et d'apprendre à se connaître pour résoudre une enquête dans laquelle les autorités compétentes sont incompétentes. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. On retrouve la patte de Black à l'écriture, tout comme son frère, mais cette fois-ci aux côtés d'Anthony Bagarozzi, en plus d'être à la réalisation avec l'envie de rendre hommage à son genre fétiche. Et puis, c'est une comédie policière. D'accord, t'as gagné. Initialement prévu pour être une série télé et en développement depuis 2001, le réalisateur et son associé scénariste ont tenu à pousser les potards du genre au maximum avec respect, comme Black avait pu l'exploiter auparavant sur L'Arme Fatale ou encore Last Action Hero. Une influence clairement ressentie et retranscrite dans ce nouveau film et partagée pour tous les fans. Ok, et d'ailleurs, il y a une référence à un de ses autres films, Kiss Kiss Bang Bang, qui se la joue aussi polar road trip avec un duo de protagonistes improbables que tout oppose. Eh, clin d'œil pour un potentiel 2e épisode.
Évidemment. Le duo Crowe-Gosling porte le film sur ses épaules avec tellement d'aisance qu'on les croirait directement sortis de cette époque. Leurs caractères respectifs donnent des moments comiques savoureux dans leurs échanges, malgré un contexte paradoxalement mature. La présence des jeunes acteurs qui apportent leur regard plus ou moins candide rajoute du décalage, en plus de retournements de situation dans une intrigue déjà bien garnie. Le tout dans une ambiance début des années 80 hyper immersive, grâce au décor, aux musiques, tenues et véhicules. Et maintenant, quittons Los Angeles pour Lille, Limoges, Lisbonne, Londres. Londres, bien sûr. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien du tout. Remuez-vous, il paraît que le commissariat est en train de prendre feu. Quoi? À Londres, le policier Nicolas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le promouvoir dans le petit village de Sandford, où il ne se passe rien. C'est aux côtés du policier local Danny, fils immature du chef de police Frank Butterman, et qui rêve de revivre les fusillades et les poursuites en tout genre de ses films d'action favoris, que Nicolas se retrouve à régler de simples contraventions. Tout comme son nouveau partenaire avec qui il va progressivement se lier d'amitié, il décide de se renseigner et d'en apprendre un peu plus sur la petite bourgade, a priori trop parfaite pour être si tranquille. Et lorsque de rares mais violents accidents surviennent, et ne semblent pas préoccuper plus que ça son chef ou ses autres collègues qui prennent plaisir à le narguer, Nicolas et Danny vont commencer à mener leur enquête qui va animer et chambouler leur quotidien. Hot Fuzz est un film franco-britanno-américain sorti en 2007 et réalisé par Edgar Wright. Alors, tu dis plus rien là, hein? Ouais, je savais, ça te la coupe, un pur buddy cop movie. J'ai réagi. Edgar Wright retrouve pour le plus grand plaisir de tous, dont le sien, son équipe de choc avec qui il a connu le succès de l'inattendu mais réussi Shaun of the Dead. Il nous propose ici sa vision d'un genre trop sous-représenté en Grande-Bretagne et surexploité du côté de chez l'oncle Sam. Pour lui et son partenaire de toujours Simon Pegg, l'idée est claire. Proposer l'arme fatale dans une petite bourgade londonienne au décor champêtre et signer là ce qui deviendra le second opus de ce que deviendra leur trilogie Blood and Ice Cream, renommée la trilogie Cornetto. Et pourquoi tu manges une glace? Bah, c'est évident. Un cornetto. Ah oui, Hot Fuzz. Ah oui, bien sûr. Hot, chaud, la chaleur. Ça te rappelle les vacances. Faut te rafraîchir, je comprends. C'est ça, oui. Ah, j'ai la ref. J'adore le dîner de con. Wright disait « Le titre Hot Fuzz est un hommage à tous ces films des années 80 et 90 qui avaient un titre en 2 mots qui ne disait rien de l'histoire ou de l'esprit du film. Die Hard, Lethal Weapon ou Sudden Impact sont des exemples célèbres. En allant plus loin, on peut même trouver des titres comme Double Team de Tsuyark, et je suis fier d'ajouter Hot Fuzz à cette grande collection. Pari risqué, mais tenu par son duo avec Pegg, leur trio Nick Frost et le reste du casting, tous et toutes parfaitement investis, qui ne manqueront pas respectivement d'appuyer avec subtilité les clins d'œil aux films références. De grands classiques du film d'action qui serviront d'inspiration afin de donner une image aussi charismatique qu'épique, qui manquait aux yeux de Wright aux forces de police anglaises. D'ailleurs, le titre d'origine devait être Blue Fury. Bon, toujours en lien avec ces titres qui sont composés de 2 termes et avec une couleur bien spécifique à chaque opus de la trilogie. Mais pourquoi? Je viens de te l'expliquer. Mais pourquoi passer de Blue Fury, qui pourrait représenter la couleur des forces de l'ordre locales, à Hot Fuzz, qu'on pourrait littéralement traduire par duvet chaud? Pour un projet lui trottant dans la tête depuis son adolescence, avec un budget de 8 millions de livres sterling, 18 mois d'écriture de scénario, sans compter les conditions climatiques de la région que Wright connaît depuis sa jeunesse, et les quelques aléas sans conséquences graves, il parvient une nouvelle fois à nous surprendre en s'appropriant les codes et clichés du genre pour mieux les repenser et les adapter. Et tous ces efforts de patience et de persévérance de l'équipe auront abouti à une nouvelle belle réussite bien méritée, notamment en remboursant son budget dès son premier week-end, engrangeant plus de
de 80 millions de dollars au box-office mondial, dont plus de 23 millions en Amérique du Nord, Wright remportera même l'Empire Awards de la meilleure comédie en 2008. Un pari donc largement gagné, remporté haut la main, ou plutôt haut les mains. Ah ouais, quand même. Et j'avoue que c'est effectivement pas les premiers films auxquels j'aurais pensé quand on parle de buddy cop movie. Hein. Et c'est bien dommage parce qu'ils avaient un bon potentiel. Hein. Trop avant-gardiste peut-être. Et attends, c'est pas fini, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, c'est pas objectif. Mais avant de conclure, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner pour le référencement, c'est super important. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Mais tu parles... Allez, c'est bon, je me casse. Non mais attends! J'ai grandi à Dublin. Et j'aime Dublin. Si j'avais grandi dans une ferme et que j'étais débile mental, Bruges m'aurait impressionné. Mais je suis de Dublin, alors c'est raté. À la suite d'un contrat qui a mal tourné à Londres, Ray et Ken, deux tueurs à gages irlandais, se retrouvent envoyés à Bruges en Belgique par leur patron Harry Waters pendant 2 semaines afin de se faire un peu oublier. Dans l'attente de nouvelles instructions pour leur prochaine mission, les deux partenaires acceptent à contre-cœur et chacun tente de passer le temps comme il le peut. Ray, le plus jeune rongé par son échec, supporte mal la ville, ses canaux, ses rues pavées et ses touristes. Ken, quant à lui, prend plus de plaisir à visiter les monuments médiévaux et finit par se laisser gagné par le calme et la beauté de la cité. C'est tout en gardant un œil paternaliste sur son jeune collègue, entre découvertes locales et rencontres amicales, que Ken finit par recevoir une consigne d'Harry qui n'est pas des moindres. Bon baiser de Bruges est un film britanno-américain sorti en 2008 et réalisé par Martin McDonagh. Dédicace à Thomas évidemment. Je l'avais pas vu venir celui-là. Il s'agit du premier long métrage de son réalisateur, Martin McDonagh, qui est avant tout un dramaturge reconnu comme le plus prometteur de sa génération, jusqu'à être rapidement devenu un des lauréats. C'est en 2004 qu'il se lance dans la réalisation d'un court-métrage intitulé Six Shooter, dans lequel il fera déjà jouer Brendan Gleeson, une nouvelle récompense qui ne fait que confirmer son talent, duquel il met à profit tout ce que le milieu du théâtre a pu lui apprendre pour le transférer au monde du 7e art. Bah si, tu l'as déjà vu. Il est venu de Belgique. Bon, la dernière fois, on n'avait juste pas pu... Non, mais je parle du film. Ah oui. Eh ben lui non plus, il l'a pas vu venir. Coproduit par des fonds belges et britanniques, le film fait l'ouverture du festival de films de Sundance et il sera même primé, tout comme sa bande-annonce primée pour son originalité au Golden Trailer Award. Thriller comique avec le retour de son acteur fétiche et toujours aussi juste Brendan Gleeson, doublé magnifiquement par Patrick Préjean, McDonagh lui fera donner la réplique à Colin Farrell, qui ne sera pas là doublé par Boris Rélinger, mais Jérôme Powell, tout aussi convaincant. Un Colin Farrell déconcertant mais attendrissant qui reviendra pour 7 psychopathes, son long métrage suivant, et se verra remettre pour sa performance le Golden Globe en 2009 pour le meilleur acteur dans un film musical ou une comédie, une énième récompense parmi d'autres en plus des nominations. En plus de les retrouver tous les deux dans les Banshees d'Inisherin en 2022. Un autre film du même réal est également récompensé dans plusieurs catégories. Et le reste du casting n'est justement pas en reste, car Clémence Poésy, Jérémy Régnier, Jordan Prentice ou encore Ralph Fiennes sont tout aussi bien dirigés et parviennent à offrir une prestation dosée dans l'humour noir que McDonagh tient à utiliser pour faire ressentir la vulnérabilité de ses personnages. Une histoire mélancolique avec des personnages atypiques qui ne manquent pas d'être excentriques quand l'issue fatidique de leur séjour bucolique vire au drame ironique au cœur de la ville de Belgique. Et ben voilà, on a déjà une belle petite sélection, on finit sur une homéotéleute, merci Nick Zossan et Thomas s'occupera de la suite. C'est-à-dire ? Bah une homéotéleute, c'est... Non, mais pourquoi Thomas ? Ah oui, d'ailleurs il devrait pas tarder. Comment ça, pas tarder ? Ah, le voilà. Quoi, c'est lui ? Bah qui veux-tu que ce soit ? Mais tu lui as dit de venir ? Bah tu l'as reconnu toi-même, il a de bonnes idées à revendre, donc autant le faire participer activement aux vidéos. Puis comme ça, vous avez déjà de quoi faire pour l'épisode suivant. L'épisode suivant ? Tu veux dire que c'est déjà prêt ? Ah, je vais pas te spoiler, tu verras avec lui. Mais j'ai même pas eu le temps de me changer. Mais t'inquiète pas pour ça, le simple fait que tu mentionnes ce détail, ça passera même pas pour un faux raccord au début du prochain épisode. Allez, à la prochaine.